Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Nous sommes le samedi 16 avril. Merci de nous suivre. Merci également de votre fidélité. L'actualité en cette fin de semaine est tout d'abord sociale. Hier d'abord, l'UGTG a voulu annoncer la mobilisation renforcée de ses troupes et un prochain mouvement général le 26 de ce mois en organisant son assemblée générale devant le siège même de Canal Antilles où le syndicat mène depuis plus de mois une grève contre le licenciement d'une salariée pour faute grave. À ce sujet, hier, les deux parties se sont entendues sur le replacement de cette salariée dans une autre entreprise. En principe, l'accord a été signé il y a environ 1 heure. Grève également à Air Caraïbes depuis hier, une grève déclenchée par une intersyndicale constituée en Martinique. Cette grève qui doit durer jusqu'au 20 de ce mois a pour motif la crainte du démantèlement de la compagnie après le lancement d'une filiale low cost dénommée French Blue. Ce mouvement n'a pour l'heure pas grande incidence sur le trafic. Loin de chez nous, mais un peu comme chez nous, à Mayotte, la grève générale contre la vie chère et pour l'égalité réelle avec la métropole a été levée hier après 2 semaines. Un accord en effet a été signé entre l'intersyndicale menant le mouvement et la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin. L'application du Code du travail à compter de janvier 2018 et l'indexation de 40% du traitement des fonctionnaires au 1er janvier 2017 sont les principales mesures arrêtées. La vie chère, justement, en Guadeloupe et plus généralement dans l'Outre-mer, le grand mouvement de 2009 n'y a, semble-t-il, pas changé grand-chose. Une récente enquête de l'INSEE révèle qu'en effet, en 2015, les prix en Guadeloupe, par exemple, sont supérieurs en moyenne de 12% à ceux pratiqués en métropole et atteignent parfois même des niveaux de 40% dans l'alimentation, par exemple. Qu'en pensent les Guadeloupéens et comment vivent-ils ces écarts? Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Selon une étude de l'INSEE publiée récemment, la différence de prix de l'alimentaire entre la Guadeloupe et l'Hexagone serait de plus de 30%. Une différence qui n'échappe pas non plus aux consommateurs, certains avec philosophie. Mais bien sûr, puis bon, on n'a pas le choix, de toute façon, on est obligé de passer par là. C'est vrai que le différentiel, on s'attendait un peu moins, puisque depuis, c'est vrai que nous sommes surtout des salariés et qu'on nous rabâche qu'il y a seulement 10 ou 20% d'écart. Arriver à 30%, effectivement, ça fait un sacré écart. Et le coût le panier du salarié, il en prend effectivement un coup. Donc en fait, c'est vrai que ça embête certains, surtout que le pouvoir d'achat de certains ont beaucoup diminué. Moi, personnellement, je me dis qu'il faut vivre, donc forcément boire et manger. Donc on s'adapte en fonction des besoins de chacun. Bon, on réfléchit à 2 fois, on sait déjà ce qui est, donc c'est à nous bien sûr de faire le tri de ce qu'on a vraiment besoin et de faire le tri. Donc non, on ne réfléchit pas trop, on en a besoin, on l'achète et puis c'est à nous quand même de faire attention à notre porte-monnaie. Et d'autres réfléchissent de plus en plus avant d'acheter. C'est abusé et il faut vraiment faire des efforts. On nous avait promis en 2009 que ça allait s'arranger et j'ai l'impression qu'on nous grignote tous les ans un peu plus et on va être encore à 4 fois trop cher qu'en métropole sur certains produits. On nous met 2-3 petits produits comme ça, premier prix, mais c'est pas vrai, quoi. Il faut faire des efforts. Voilà, les gens en plus ils n'ont pas des salaires et c'est pas bien, quoi. Il faut vraiment que l'État il arrête de nous prendre pour des imbéciles. Voilà, nous et toutes les îles, parce qu'on voit Mayotte, c'est pas mieux non plus, quoi. Mayotte, Martinique, tout le monde. Ça me fait réfléchir, oui, mais en même temps, nous n'avons pas le choix, vu qu'il faut qu'on s'alimente, il faut qu'on fasse nos courses, notre quotidien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très regrettable, parce qu'ils parlent tout le temps de continuité territoriale, d'égalité des chances et de tout, mais nous ne sommes pas sur les mêmes pieds d'égalité que les gens vivant en métropole. Oui, ça fait réfléchir, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on commence à regarder, à comparer pas mal de prix. Et à venir prendre spécialement ce qu'on a besoin en fait, de ne pas faire d'abus. Et d'autre part, on remarque en faisant nos courses, le chariot est de plus en plus vide et on paie de plus en plus cher. 7 ans après le mouvement de grève générale qui avait paralysé notre département et la mise en place d'un observatoire visant justement à contrôler l'évolution des prix, il semblerait donc que ces accords signés en 2009 ne sont toujours pas répercutés dans nos caddies.
Mobilisation également des opposants au rachat de la centrale géothermique de Bouillante par un groupe américain Ormat. Hier, un collectif regroupant des personnalités, des mondes politiques, syndicales ou encore des intellectuels s'est présenté à la presse pour affirmer ses positions, mais également annoncer la sensibilisation, voire la mobilisation de l'opinion publique. Le reportage de Jacques Damprobe. Les membres du collectif de défense de la centrale géothermique de Bouillante n'en démordent pas. Il est hors de question que le processus de vente de l'usine au groupe américain Ormat aille jusqu'au bout. L'objet de leur combat, préserver coûte que coûte les ressources naturelles de l'archipel. Nous avons une seule richesse, et cette richesse, c'est notre biodiversité. Nous ne pouvons pas nous exonérer de cette ressource qui est importante pour notre sécurité alimentaire, mais aussi énergétique, mais également notre autonomie. Donc si l'État commence à vendre nos richesses, nos ressources, ça va vraiment poser problème pour notre développement économique. Pour le collectif, la maîtrise des ressources naturelles, dont il entend faire son cheval de bataille, s'inscrit dans une perspective de développement économique de la Guadeloupe. La seule manière d'arrêter ce processus, c'est justement de mobiliser l'opinion publique guadeloupéenne et que l'opinion publique guadeloupéenne intervienne dans ce débat, amène les élus et discute avec les élus et qu'il y ait véritablement un consensus entre l'opinion publique guadeloupéenne et les élus pour nous permettre d'avoir la maîtrise de cet élément essentiel qui est l'énergie thermique qui se transforme en électricité, non seulement dans la possession même des moyens pour pouvoir permettre ce travail, mais en plus pour permettre de déterminer des stratégies de développement dans notre pays. L'heure est au néolibéralisme et à l'économie mondialisée. La part belle est faite à la privatisation des services publics. Tout comme l'eau, l'énergie en est un exemple. Le collectif le regrette et souhaite changer de modèle. C'est la logique même de ce qu'on appelle. En conséquence, le sous-sol de la Guadeloupe, l'exploitation de la géothermie, c'est très important parce que si nous développons la géothermie, on a trouvé d'autres ressources à vieux habitants, donc il y a des réserves et un potentiel. Ça va nous permettre de nous libérer aussi de l'importation massive de pétrole qui pollue et qui coûte cher et qui accroît nos dépendances. Donc il faut absolument que la géothermie reste propriété de la Guadeloupe. L'État s'étant retiré, les adhérents du collectif s'en remettent à la région Guadeloupe qui dispose de la compétence énergétique, histoire de sauver ce qui peut l'être. Ce que nous proposons, c'est précisément que la région avance un certain nombre de fonds et il peut y avoir des sociétés d'économie mixte. Mais l'important, pas forcément une SEM, il y a plusieurs variétés de sociétés d'économie mixte. Nous allons défendre ce principe et il y a des gens de Guadeloupe qui veulent investir aussi. Dans quelques mois, les Américains mettront la main sur 85% des parts sociales de la centrale géothermique de Bouillante, prélude sans doute d'une implantation dans d'autres îles de la région. Pour les opposants guadeloupéens, le temps est compté. Les personnes handicapées de Guadeloupe seraient-elles victimes plus que les autres des lourdeurs administratives? En tout cas, depuis quelques jours, une pétition circule sur les réseaux sociaux dénonçant notamment les dysfonctionnements de la MDPH, la maison départementale qui gère leurs allocations. Les précisions de Karine Gielman. Pour obtenir une allocation adulte handicapé, une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou encore une carte de stationnement depuis 2005, il faut passer par la MDPH, la maison départementale de la personne handicapée, autrement dit un guichet unique, mais principal bémol, selon une pétition lancée il y a 3 mois et diffusée sur les réseaux sociaux, près de 1600 demandes seraient en attente. Les demandes sont lentes à être traitées, ce qui génère des situations précaires. J'ai sollicité la MDPH personnellement par rapport à mon dossier, parce que tout vient de là. J'ai commencé déjà à écrire par rapport à des renouvellements d'allocation adulte handicapé, de reconnaissance. Et là, c'était... Parce que j'envoie tout en recommandé, j'ai jamais reçu aucun courrier comme quoi ça a bien reçu. Or, dans les 4 mois, ils sont dans l'obligation de vous répondre, mais ils ne le font pas. Ils ne répondent pas au téléphone. Et c'est ça que je dénonce et que nous dénonçons. Parce que cette pétition, ce n'est pas moi, c'est le peuple, c'est les citoyens qui en ont marre d'être floués sur leurs droits et qu'on ne les respecte pas. Parce que le respect et la décence humaine, c'est le minimum à avoir par rapport aux personnes qui sont en situation de handicap.
Près de 200 personnes ont déjà signé la pétition. Sur la page de diffusion, les messages sont alarmants. Depuis décembre 2014, j'ai déposé un dossier et je n'ai toujours pas eu de suite. Je suis dialysée, incapable de reprendre une activité professionnelle. J'ai déposé mon dossier, l'assistant social m'envoie au gosier, arrivé au gosier, c'est à Gourbert. En métropole, une réponse est donnée dans un délai d'1 mois. Des centaines de messages qui souhaitent donc trouver une issue à leur situation. Pour l'heure, la direction du MDPH n'a pas répondu à nos sollicitations. L'allocation adulte handicapé peut aller jusqu'à 808,46 € par mois, une somme qui permet à la plupart des allocataires de payer leur loyer. En Guadeloupe, 10% de la population a un handicap, soit 49 000 personnes. 16% seulement des personnes ayant un handicap ont un emploi. Les signataires de la pétition souhaitent une enquête sur le fonctionnement de l'institution, mais surtout une plus grande accessibilité aux informations et au suivi de leur dossier. On en vient maintenant à l'actualité dans notre grande région, avec tout d'abord le Brésil, où le sort de Dilma Rousseff sera peut-être décidé demain. En tout cas, sa procédure de destitution sera engagée demain par les députés. C'est la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui l'informe. 2 officiers fédéraux auraient participé à la disparition de 43 étudiants au Mexique en 2014. Si on savait que les élèves enseignants de l'école d'Ayotzinapa avaient été attaqués par des agents municipaux corrompus à Iguala, dans le sud du pays, l'implication de membres des forces de l'ordre fédérales était en revanche inconnue. Cette révélation intervient après une série de vives critiques formulées par des organisations des droits de l'homme et des enquêteurs indépendants à l'encontre de l'enquête officielle. Les autorités judiciaires mexicaines ont pour leur part assuré qu'elles allaient approfondir cette piste de l'enquête et qu'elles allaient prendre des mesures pour assurer la sécurité du témoin. La disparition de ces 43 étudiants dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014 avait provoqué un tollé international et une grave crise politique dans le pays 2 ans après l'élection du président Enrique Peña Nieto. Au Mexique et ailleurs dans le monde, de nombreuses manifestations parfois violentes avaient dénoncé l'inaction de l'État et la corruption au sein des forces de l'ordre. Uber continue son implantation un peu partout sur la planète, suscitant la colère et l'indignation. Nouvelle cible, l'Argentine. La société américaine a commencé mardi à opérer dans les rues de Buenos Aires, sans prévenir et sans autorisation, déclenchant une mobilisation des chauffeurs de taxi qui dénoncent une concurrence déloyale. C'est par un tweet que le patron d'Uber Argentine, Mariano Otero, a donné le coup de départ dans la capitale argentine du service américain de réservation de voitures avec chauffeur, présent dans quelques 400 villes à travers la planète. Aussitôt, les taxis de l'agglomération de 13 millions d'habitants ont protesté spontanément, bloquant les principales artères de la ville. Environ 38 000 taxis peints en jaune et noir opèrent à Buenos Aires et se sentent fortement menacés par cette nouvelle offre. C'est de la concurrence illégale, nous on paie des impôts et une assurance pour le passager, dénonce un chauffeur de taxi en grève. Que se passe-t-il s'il y a un accident ? Uber offre des tarifs à moitié prix par rapport au taxi, et d'après Juan José Mendez, Uber encaisse entre 25 et 30% du montant de la course. Rihanna, Good Deal. Good Deal, comme disent les Américains, la chanteuse barbadienne égérie de Dior est déjà en partenariat avec le groupe de luxe, va développer une ligne de maquillage. C'est parce qu'elle promet de juteuses ventes au groupe LVMH qu'elle a été choisie pour porter la nouvelle ligne de maquillage. Selon le journal WWD, spécialisé en mode, son contrat aurait atteint les 10 millions de dollars mais pourrait en rapporter des centaines d'autres. Ces 7 parfums ont généré 75 millions de recettes. La ligne Fenty Beauty by Rihanna devrait être disponible à l'automne 2017, avis aux amatrices. Deux mots de sport maintenant avant de recevoir notre invité que je vous dévoilerai dans un instant avec la Transat AG2R. Pour commencer, au classement aujourd'hui, c'est toujours AG Recouvrement qui occupe la tête. Nos 3 représentants, Les Saintes, Marie-Galante et Guadeloupe, sont respectivement 9e, 10e et 11e. On joue ce week-end la 23e journée du championnat de division d'honneur. Une journée d'ailleurs entamée hier par la rencontre Red Star Amical Club de Marie-Galante. Ce sont les points 3 qui se sont imposés, ce qui ravira notre invité. 1-0 pour les Diables Rouges, comme on les appelle. Cet après-midi, l'USR rencontre le Sirocco au Lamentin, le CSM affronte l'AOG à Gosier, Arsenal Solidarité Scolaire à Bémao, Gauloise Phare du Canal à Rivière-des-Pères, c'est à Basse-Terre bien sûr, Étoile Juventus, cette rencontre a été reportée, enfin dernière rencontre de cette journée, USBM qui rencontre le CA Marquisa à Bémao.
Ils sont de retour, ils fêtent leur 50e anniversaire, un anniversaire qu'ils ont célébré le 25 mars dernier. Ils sortent un nouvel album, donneront un concert demain. Et ils se sont bien sûr les Vikings, les fameux Vikings de Pointe-à-Pitre. Et nous recevons ce midi Max Sévérin, l'un des chanteurs, on peut dire, mythiques de ce groupe. Bonjour Max. Bonjour Jean-Luc, c'est beaucoup d'emphase, je suis plutôt plus mi que tic. Alors, comment Max Sévérin, comment avez-vous rejoint ce groupe des Vikings et quand? Alors, j'ai rejoint ce groupe des Vikings en 1972 d'abord. Ça ne nous rajeunit pas. Non, j'étais à Paris avec un groupe et je les ai connus en 70, mais je les ai rejoints définitivement en 74. Définitivement, mais 72, je collaborais déjà donc musicalement avec eux. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré chez eux? Leur manière de jouer, leur musicalité qui était... On entend d'ailleurs quelques notes. Oui. Leur musicalité qui ne ressemblait pas tellement aux autres, mais qui était tout à fait tropicale et en même temps, on disait un peu funky. Voilà. Alors que vous êtes très latino, Max. Oui. C'est ce que j'ai essayé d'apporter avec eux. Ils ont apprécié donc à l'époque. Mais j'ai toujours apprécié cette espèce de recherche. Comme des jeunes hommes, pardon, je vais y arriver, vous remontez sur scène, vous sortez un album pour ce 50e anniversaire. Qu'est-ce qui a motivé cette réapparition, cette renaissance des Vikings? Alors, c'est simplement avec l'accord de quelques personnes qui étaient autour de ce projet à Paris, qui ont découvert des vinyles. Ils ont demandé où ils sont ces gens-là. On a dit, bon, ils ont arrêté, ils ont pris de l'âge maintenant. Et puis ça les a intéressés, cette production. Et alors ils ont proposé à travers différentes personnes de reprendre certains titres des années 70, remasteriser un peu. Et donc c'est ce disque de souvenirs qui sort, qui est nouveau, mais la musique n'est pas nouvelle. Elle est des années 70 jusqu'à 78, quoi. Oui. Quelques titres, là, simplement. On dit que vous allez participer à un projet tel que Buena Vista Social Club. L'idée de l'équipe métropolitaine qui a travaillé avec une production de jazz qui s'appelle Blue Note et qui travaille en Angleterre aussi, c'est leur idée de faire une espèce de Compay Segundo, Compay Viking ou Buena Vista avec la musique d'alors pour la culture. Alors donc on essaiera de faire ce qu'on peut. Alors vous serez sur scène demain à l'Appart, un établissement qui se trouve à Jarry. Qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui vont pouvoir entendre de ces Vikings, et les vieux comme moi évidemment, ces Vikings? Alors les vieux comme toi vont entendre ce qui t'a permis d'aller à l'université, et les jeunes savoir pourquoi ils sont nés. C'est-à-dire que les parents ont connu beaucoup de choses, grâce notamment aux Vikings, mais c'est grâce surtout... à des chanteurs comme Fredo Cagos. Hippomen Leova, et puis naturellement... et puis Gordon Anderson aussi, un fameux slow. Oui, hein? qui est passé, il y en a eu beaucoup d'autres. Et puis il y a soprano, saxophone, Guy Jacquet, guitare, et tout l'entourage de Pierre-Édouard Décimus et de l'ineffable Freddy Marshall aussi. Oui. Le toujours jeune Freddy Marshall. C'est ça, il est un peu épaissi, mais c'est le moins qu'on puisse dire. On oublie souvent que les Vikings, c'est un peu les pères de Kassav. C'est ça. On oublie ça souvent. Il y a un article qui est sorti en Afrique en disant s'il n'y avait pas eu Viking, est-ce qu'il y aurait eu Kassav? Mais dont le des créateurs est Freddy Marshall, et les deux sont Pierre-Édouard Décimus. C'est un petit peu parti de là, plus une association de bon goût. Et après, ça a éclaté avec les éléments que l'on connaît, Jacob, etc. Ça a mis du temps, mais c'est vrai que ça a inspiré pour donner Kassav. Et le Freddy Marshall dont vous parliez était de la toute première équipe. Est-ce que ce retour pour ce 50e anniversaire ne vous donnera pas l'idée de continuer? On voit d'anciens groupes de ces années-là revenir, les Aiglons, qui sont venus un peu après les Vikings tout de même, la Perfecta de la Martinique. Est-ce que les Vikings ne vont pas renaître? Alors, en tout cas, certains éléments des Vikings qui ont un certain âge pensent faire une espèce de transmission, former des gens comme Afé Malavoie, etc. Et peut-être la Perfecta aussi, mais en toute douceur, mais avec un impératif, jouer le style viking, avec leur talent bien sûr.
Donc c'est pourquoi il y aura une chanteuse formée, etc. Mais pas tout de suite. Il faut vraiment que l'aventure prenne corps et ensuite on verra. Alors, demain, le rendez-vous, c'est à quelle heure? À 18h précise. 18h précise à l'appart à Jarry pour ceux et vous êtes invités, mon cher. Mais je te remercie, Max. Voilà. Je tâcherai d'y être, mais bon, on a des impératifs parfois. Alors, Freddy Marchal me gardera sans doute une petite place. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va refermer cette édition avec un peu de douceur et même de la joie avec l'exposition de cette peintre d'origine africaine qui expose depuis quelques jours et ce jusqu'au 30 de ce mois à la bibliothèque Paul Mado à Bémao. L'exposition s'intitule Chromatique Caraïbe, inspiration africaine bien sûr, mais également de la Caraïbe. L'exposition chromatique tropicale a lieu à la bibliothèque multimédia de Bémao. Elle comprend 30 toiles réalisées par l'artiste franco-ivoirienne Aya Lilianda. La plupart sont abstraites et nées d'inspiration africaine et caribéenne. Ce qu'il me plaît de peindre, ce sont des abstractions qui quand même dirigent vers l'Afrique, vers les esthétiques africaines, subsahariennes qu'on retrouve dans les tissus traditionnels ou modernes africains. Ça, c'est ce qui revient régulièrement dans ma peinture. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, en Afrique, et que les premiers tissus, les premiers motifs que j'ai cernés avec mon œil d'enfant, c'était des tissus africains. C'était le pagne, c'était le wax, c'était le kita, le bogoloy. Les séjours aux Antilles et en France influencent également le travail de la jeune femme. Son objectif principal, donner à contempler avec des tons vifs, des motifs et des formes harmonieuses, mais aussi laisser libre cours à l'interprétation des curieux, les plonger dans un monde coloré et donner un peu de gaieté. Alors c'est pas toujours très contemporain de proposer des choses agréables à regarder, mais moi je fais un autre métier, je travaille dans la santé et je vois la souffrance, la douleur, les angoisses. Donc moi je suis bien contente de pouvoir apporter un peu de couleur, un peu de joie dans le quotidien des gens. Peinture acrylique, à l'huile, pastel gras, pinceau et couteau à peindre, voici les outils fétiches d'Aya Lilianda pour réaliser des dégradés surprenants et donner de l'expressivité à ses toiles. À l'image de ce tableau, le seul figuratif de l'exposition, intitulé La prière. J'ai utilisé un verset de la Bible qui dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire », mais j'ai écrit le mot « saint » de 3 façons pour exprimer que saint, il y a le saint, le Dieu saint parfait, ok. Il y a la transcendance spirituelle dont l'être humain de toute façon a besoin, hein. Et puis il y a le saint écrit C-E-I-N-T qui veut dire ceinturé, attaché, c'est-à-dire c'est la divinité qui est attachée de plein de mauvaises choses, c'est-à-dire la haine, les guerres de religion, le terrorisme. L'exposition se déroule jusqu'au 30 avril prochain, l'occasion de voyager en Afrique subsaharienne et de redécouvrir la Caraïbe au travers motifs arrondis, formes généreuses et couleurs exubérantes. Un reportage donc de notre stagiaire Marion Bordier. La météo avant de nous quitter cet après-midi, le temps sera mi-figue, mi-raisin avec des averses à l'extrême nord par exemple de la Grande Terre où les grands fonds sur les reliefs de la Basse-Terre également. Les températures seront comprises entre 25 et 29 degrés. Dans un instant, le journal de TF1, suivi de nos 2 magazines reportages et grands reportages. L'information continue bien sûr sur notre site alizé.com. Je vous retrouve ce soir, 19h. Excellent après-midi et bon appétit si vous êtes à table.